Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir, de recevoir à nouveau, Amédy Cessy. Elle va nous rejoindre dans quelques instants, elle a un peu de retard. Donc elle est experte et coach, en tech, et là, c'est pour un second webinaire, consacré à la reconversion professionnelle. Alors aujourd'hui, nous vous présenterons les 10 métiers de la tech les plus recherchés par les entreprises. Alors, je vais me présenter. Je suis Hélène Mendy, ambassadrice régionale de la branche française de GTA Black Women in Tech, une organisation qui est dédiée à la valorisation des femmes noires travaillant dans le domaine de la tech. Donc, nous avons comme mission d'inspirer, de soutenir et de connecter le monde de la technologie afin de permettre à plus de femmes noires et de jeunes filles de s'épanouir et également d'aider les entreprises technologiques à améliorer leurs performances grâce à la diversité et à l'inclusion. Alors, nous organisons des événements en personne et en ligne régulièrement, offrant à nos membres des opportunités de réseautage. D'ailleurs, nous avons un événement qui est prévu le 10 octobre sur l'IA et qui sera à Paris. Pour plus de détails, vous pouvez regarder notre page de LinkedIn. On a fait des publications récemment. Alors, pour notre audience, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous avons une personne de mon équipe qui sera là pour regarder les questions. Et donc, nous réserverons 15 à 20 minutes à la fin pour y répondre. Alors, en attendant que Amédy nous rejoigne, je vais vous parler d'elle. Alors, Amédy a 15 ans d'expertise dans la tech. Tiens, hello Amédy. Oh, Hello, OK. hello. Donc, je suis en train de te présenter là. Donc, Amédy a 15 ans d'expertise dans la tech, dont 10 ans en tant que développeur et 5 ans en tant que formatrice dans la tech et qui accompagne aussi les personnes qui sont en reconversion professionnelle vers le secteur du numérique. Donc, c'est à travers son organisation, son entreprise qui s'appelle qui s'appelle Draw My Future, pardon. Elle est aussi directrice de la cartographie des métiers de la tech et bootcamp de IT Woman pour ISO et le réseau IT Woman. Est-ce que j'ai fait une présentation assez détaillée, mais je pense que tu as beaucoup plus de choses à nous dire. Donc, est-ce que la présentation pour l'instant va ou tu voudrais rajouter plus de choses? Non, ça me semble complet, donc merci beaucoup pour cette présentation, qui t'a abordé, les différentes parties de mes activités, de ce que je fais. D'accord, OK. Bah, écoute, Amédy, on va commencer. Donc je te laisse, Présenter, ouais. voilà, je te laisse, commencer et puis, je vais, commencer à te poser des questions. Donc j'attends que tu mettes ta présentation. OK, ça marche. Donc, tac, tac. Est-ce que tu vois ma présentation? Moi je la vois, mais je ne sais pas si l'audience la voit. Ah, voilà, c'est bon, je la vois. OK, Par contre, il faut que tu la mettes en plus grand parce qu'on voit la OK, moitié. d'accord, attends. Voilà. Tac, tac. Est-ce que c'est bon? Si je fais présenter, Il faut que tu la mettes en présentation, je pense. ouais, présenter. Voilà, c'est parfait. OK, Donc alors, nous allons commencer par une question très simple. Donc, moi, je voudrais savoir comment tu as réussi à compiler, ces informations et quelles sources tu as utilisées pour arriver à ce résultat, donc les 10 métiers de la tech. OK. Heu, voilà. OK. Alors, je vais avancer dans ma présentation. Tu m'as déjà présenté, donc pas la peine de rester sur cette partie-là. Tac, voilà. Alors, avant de répondre à ta question, j'aime bien toujours, revenir sur, la chose sur laquelle je reviens très souvent, c'est que le secteur de la tech et le secteur du numérique, donc le secteur du numérique, c'est vraiment le nom du secteur, très large. C'est ce qui englobe l'ensemble des métiers de la tech et aussi les métiers du digital. Donc quand on parle des métiers du digital, il y a aussi les métiers, créatifs, les métiers, voilà, il y a une grande diversité de métiers et donc dans le numérique, ce que j'aime bien rappeler, c'est qu'il y a 6 sous-domaines très différents et c'est plus de 800 appellations de métiers. Bon, on va regarder un peu plus dans le détail et ce que j'aime bien dire, c'est que ces 6 sous-domaines du numérique, c'est donc les métiers de l'informatique, de la cybersécurité,
de la data, les métiers créatifs, les métiers de l'encadrement et les métiers de l'acquisition, clientèle. Alors pour cette conférence, que j'ai préparée pour aujourd'hui, j'ai fait énormément de, recherches, pour, compiler des informations entre différentes études, différents articles. Donc évidemment, l'idée, c'était de trouver, des sources plutôt, de référence qui sont reconnues dans l'écosystème et qui touchent vraiment, les métiers de la tech et du digital et c'est pour ça que, évidemment, je suis allée sur tout ce qui est études et stats que France Travail a fait. Parce qu'évidemment, je pense qu'un certain nombre de personnes ont remarqué, mais c'est vrai que quand on est, dans France Travail, quand on se promène sur leur site internet, il y a pas mal d'articles, il y a pas mal de stats, il y a aussi des infographies sur le sujet et la thématique des métiers de la tech et du digital. Donc je suis allée sur le site de France Travail et je suis partie, voilà, compiler, toutes les informations dessus. Je suis également allée sur le site de Grande École du Numérique pour les personnes qui s'intéressent à tout ce qui est, bien reconversion professionnelle et même de manière générale au métier de la tech et du digital. Je vous conseille voilà d'aller, visiter ce site qui est en fait, une instance qui a été créée par le gouvernement pour pouvoir, promouvoir les métiers de la tech et du digital et pour attirer plus de personnes dans ce secteur. Et en fait, Grande École du Numérique, c'est vraiment une structure, hyper intéressante parce qu'ils créent, énormément d'études, chaque année, plusieurs fois par an, et ils font, voilà des études et ils essaient de construire un écosystème où les acteurs, qui contribuent à ce qu'il y ait plus de personnes dans le monde de la tech, soient présents et notamment, ils font de très, très, très belles stats. Donc, je suis aussi partie compiler, les informations qui sont allées sur les études qu'ils ont fait et bien sûr, je suis allée sur d'autres sites tels que Coding Game, mais pas que le Coding Game, je suis allée aussi voir, Stack Overflow. Peut-être que dans l'audience, il y a des personnes qui viennent déjà ou qui sont intéressées par les métiers de la tech et qui sont déjà allées sur Stack Overflow pour, peut-être débloquer des problèmes qu'ils avaient ou peut-être qu'ils se sont entraînés à faire à écrire des scripts, qu'on soit en tant que développeur ou même, en tant que data analyst ou data scientist. Eh bien, on va faire du code et Coding Game, c'est une plateforme où justement on peut s'entraîner à coder et en fait, il y a tellement de développeurs, de tech qui vont sur cette plateforme-là, qu'en fait, ils ont utilisé, les personnes qui utilisent leur site internet et leurs appli et leurs, outils pour faire des enquêtes et en fait, ils font des enquêtes très régulièrement. Donc en Coding Game et Stack Overflow, ce sont des plateformes, des ressources, des entreprises, qui, sont des références dans le secteur de la tech, hein et en fait, tout le travail c'est un gros travail que j'ai fait pour justement présenter, cette liste que je vais bientôt, très rapidement vous montrer et en fait, la difficulté, et aussi, je tenais à le dire un petit peu en introduction, c'est parce qu'en fait, vous allez faire des recherches vous-même sur internet en allant chercher ces top 10 métiers dans la tech qui sont les plus recherchés et en fait, d'un site à l'autre, d'un article à l'autre et bien, vous allez voir des stats un petit peu différentes. En fait, d'un site à l'autre et ben, ils vont nommer les métiers d'une manière différente. D'un site à l'autre, ils vont parler soit de famille de métiers, soit des métiers en tant que tels et d'une famille à l'autre et ben, ils vont pas avoir comment dire? Une subtilité dans le nom des métiers. Par exemple, ils vont dire chef de projet alors que chef de projet, c'est très général. On peut être, chef de projet, data, on peut être chef de projet, agile, on peut être, voilà, responsable projet agile. Voilà, il y a plein d'appellations différentes, ce qui fait que des fois ça englobe des métiers ensemble, ce qui fait que, eh bien, c'est très difficile de trouver ce top 10 et en fait, pour cette conférence et c'est ce que Hélène m'a demandé, c'est justement de faire le tri dans tout ça et l'idée c'est que, en faisant le tri dans tout ça, à chaque, soit famille de métier, soit métier identifié dans les différentes stats et dans les différents tops que j'ai pu voir, à chaque fois j'ai adressé un poids, plus ou moins fort par rapport à la position que le métier ou la famille de métier était dans le top, selon les sites sur lesquels j'étais et en fait, à partir de là, j'ai pu construire une sorte, voilà, j'ai fait mon propre algorithme pour pouvoir, classer ces métiers et ces familles de métiers et c'est ça toute la base de travail qui est en amont de la liste que je vais vous présenter. Très bien, Mehdi. Oui, parce qu'en fait, on a rediscuté, en fait, sur les sources. Effectivement, si on tape sur Google,
Moi, c'est ce que j'ai fait au départ, hein, tout simplement et je pense que la majorité des personnes aussi qui sont dans le live vont juste taper sur Google et on va voir les 10 métiers, mais ça représente pas vraiment de quelle source ils utilisent pour, pouvoir, compiler ces 10 métiers. Ça, on ne le sait pas. Donc c'est pour ça que, j'ai voulu qu'Amédi, justement, fasse vraiment une recherche, vraiment très spécifique pour s'assurer qu'on a des statistiques qui vont être, bah, comment dire ça? Très précise, on va dire ça. Tout à Voilà. fait et en fait, pour, aller dans ton sens, Mmh, eux, ces différents sites, ces différentes structures, sur quoi elles se basent justement pour faire leur top? En fait, elles se basent sur déjà, moi, je me suis concentrée que sur les études et les statistiques et les tops de 2023 et 2024. Donc déjà, quand vous allez faire des recherches, faites attention à la date de publication de l'article, faites attention à s'il y a cette indication de date ou pas. Parce qu'en fait, selon si on est en 2021, 2019, 2018 et ben, en fait, tout ça, ça change énormément. Déjà, tous les 6 mois, le top, il va un petit peu changer, d'accord? Donc ce qui fait que moi, c'est sur les 2 dernières enfin les ouais, 1 an et demi à peu près, parce qu'on est, à la moitié de l'année, 2024, hein. Donc c'est par rapport à tout ça. Évidemment, les études, elles vont pouvoir se faire que sur une période qui est déjà passée. Donc en fait, la plus récente, étude, elle est début, depuis 2024 ou je sais peut-être mai 2024, je ne sais plus exactement. Bah, en tout cas, la dernière é la l'étude la plus fraîche, elle date de la première partie de 2024, hein et en fait, eux, ils se basent sur quoi? Ils se basent sur les demandes d'offres d'emploi qui ont été émises sur, France Travail, mais aussi sur d'autres sites, très, 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 utilisés par les employeurs pour rechercher des candidats. Donc c'est par rapport à ça. Ensuite, ils vont faire des enquêtes directement auprès des recruteurs, auprès des RH et aussi auprès des développeurs. Des développeurs, mais pas que les développeurs évidemment, aussi auprès de des professionnels de la tech qui sont dans l'écosystème, d'accord? Donc en fait, ce sont des études finalement donc moi c'est le mélange de toutes ces choses-là qui est la base du top que je vais vous présenter et c'est ça les sources. C'est un mélange de données qualitatives avec un questionnaire en direct, hein, et quantitatives sur les stats concrètes que, les sites, de job board, heu, proposent, enfin les sites de job board ont, donc ça c'est vraiment une étude quantitative et bien sûr, il y a un autre pendant qu'on ne va pas aborder pendant cette conférence, c'est, les prévisions à l'avenir. Ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence pour voir quels sont les métiers que les employeurs prévoient de recruter, en 2027, en 2030. Donc il y a pas mal d'études prospectives sur ces sujets. Mais c'est vrai que là, je me suis vraiment essentiellement basée sur les recherches récentes, fraîches, faites Mmh. par les, employeurs. Ouais, ça pourrait être aussi, un autre sujet de conférence, sur les prochains métiers, mais ceux qui vont disparaître également. N'oublions pas C'est vrai. parce qu'il y a des métiers qui vont aussi disparaître avec, bon, l'avènement de l'IA et cetera. Heu, on n'est pas sûr encore de ce qui va rester. Donc, ça serait ouais, effectivement, ça pourrait être un prochain webinaire. Mais OK, je te laisse, continuer Amélie. OK, très bien. Donc à la lumière de la méthode que j'ai mis en place pour pouvoir faire ce top-là, voici le résultat, de ce top 10 des métiers de la tech. Alors évidemment, il y a une sorte j'ai fait des choix pour pouvoir, faire, donc l'analyse statistique et l'algorithme que j'ai mis en place pour pouvoir obtenir ce résultat final. C'est que je me suis concentré évidemment que sur les métiers tech. Un petit peu plutôt en introduction, je vous disais que, bah, le métier du digital, les métiers du numérique sont très, très, très larges et il y a les métiers de la tech, c'est une sous-catégorie des métiers du digital et du numérique, d'accord? Donc en fait, dans les différents top 10, top 30 ou les listes où il y avait, les 40-60 métiers les plus recherchés par les employeurs et bien, c'est pas, forcément et d'ailleurs, quand on était sur les métiers en général, c'est pas le métier de développeur qui est recherché en premier, mais dans ces tops-là, à chaque fois, il y avait les métiers de la tech qui étaient présents. Donc à chaque fois, moi, j'ai analysé chacune de ces études pour pouvoir identifier chacun des métiers, où est-ce qu'ils étaient positionnés dans la liste et c'est à partir de là et des différentes sources que j'ai eues, que j'ai compilé et qui est le résultat de cette liste. Donc les métiers qui sont le plus haut dans cette liste-là, c'est les métiers qui ont eu le plus de poids
parce qu'ils étaient à une position haute, dans les différentes, listes, dans les différentes études que j'ai pu, récupérer dans les différentes sources que je vous ai expliquées tout à l'heure. D'accord? Donc je pense que sans étonnement pour personne, le métier de développeur, est venu en numéro un. Alors, c'est pas étonnant, mais en même temps, moi je préfère toujours et c'est dans ma manière de travailler avec, la so mon activité, quand je travaille avec mes clients, à chaque fois qu'on me pose une question, oui, de: «Est-ce que ce métier est beaucoup recherché?» Là, je réponds à chaque fois: je vais faire une étude en amont pour savoir sur le terrain, aujourd'hui, quelles sont les stats et quelles sont les tendances, d'accord? Et donc aujourd'hui, en tout cas 2023 et 2024, le métier de développeur, fait partie des métiers qui sont les plus recherchés. Alors, mais je dis développeur, je dis que c'est une famille de métiers parce qu'un peu plus tôt, je disais que les métiers du numérique, c'est 800 appellations de métiers. Le développeur front, développeur back, développeur mobile, développeur full stack, c'est toujours le métier de développeur, mais ce sont des appellations différentes. Mais attention, on va le voir tout à l'heure dans un deuxième temps, eh bien, chaque sous-métier du métier de développeur sont des métiers quand même différents, d'accord? Donc voilà, développeur, c'est vraiment le métier le plus recherché. C'est assez logique, c'est, un petit peu, on est les personnes qui allons créer, qui allons construire en fait, internet. On peut le résumer, le vulgariser de cette manière-là et donc on va chercher énormément ces personnes-là. En deuxième, il y a la famille de métiers de tout ce qui est gestion de projet. J'ai mis gestion de projet, agilité et manager IT, c'est-à-dire, les personnes qui vont être autour des équipes, tech. Donc ça peut être des équipes tech, de développeurs, des équipes tech data, des équipes tech de cybersécurité. En tout cas, le métier qui est le deuxième en position numéro 2, qui est plus recherché quand on croise les différentes études, c'est les métiers de la gestion de projet. Donc je vais vous présenter les différents métiers de cette famille-là dans un deuxième temps. En troisième position, on a les métiers de tout ce qui est admin système, réseau, cloud, architecte. Alors cette catégorie de métiers, peut-être que la majorité d'entre vous ne connaissent pas cette famille de métiers. Pour résumer et pour, vulgariser, ça va être, tous ces professionnels, tous ces techs, tous ces, consultants qui vont être dans les entreprises et qui vont s'occuper de tout ce qui est serveur. Alors, s'occuper d'un serveur, il y a vraiment énormément de tâches techniques différentes, qu'il faut faire, mais juste le fait de mettre en production, enfin, c'est-à-dire mettre en ligne un site internet pour une très grosse entreprise de type, je sais pas, EDF, Michelin, RATP et bien, en fait, il y a des équipes entières de, consultants administrateurs système et réseau ou des consultants, experts en cloud qui vont s'occuper de cette partie-là pour pouvoir mettre en ligne les serveurs. Mais c'est pas que la mise en ligne, mettre en ligne, pardon, les sites internet, mais c'est pas que mettre en ligne des sites internet ou les applications web, c'est aussi s'assurer qu'il y ait pas, d'attaque, sur les serveurs, que le site est toujours en ligne, que, si, il y a une équipe qui veut ajouter, un peu plus de mémoire ou qu'on a besoin de plus de mémoire parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de trafic tout d'un coup sur le site internet et bien, faudra faire des modifications sur la partie serveur et bien, ces professionnels-là, peut-être que vous les avez vus de loin ou peut-être que vous en avez pas encore rencontrés. En tout cas, ce sont eux qui sont chargés un petit peu de protéger, de mettre à jour et de s'assurer que les sites fonctionnent bien sur internet, hein et c'est des métiers bien spécifiques qui sont différents des métiers de développeurs, d'accord? Donc c'est des personnes qui sont très, très recherchées. Évidemment, le cloud, c'est des choses que vous avez probablement déjà entendu parler, et donc c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, qui a eu un fort essor ces dernières années et ça fait partie, voilà, de ces métiers qui sont les plus recherchés. Ensuite, j'ai gardé le métier de testeur, donc c'est un parti pris de ma part. Le métier de testeur, on va dire que il y a plusieurs types de testeurs. Il y a les testeurs, manuels, donc c'est quelqu'un qui vont prendre un site internet et qui vont s'assurer qu'il y ait pas de bugs et qui vont remonter les bugs, à l'équipe, de développeurs. Et il y a aussi des testeurs automaticiens. Donc c'est-à-dire que là, c'est vraiment des techs pour le coup, enfin du moins, c'est vraiment ils font partie des métiers de la tech, hein, et en fait, ils vont construire, on va dire des programmes pour automatiquement tester le travail des développeurs, automatiquement tester si l'application fonctionne toujours. Donc ça fait partie de ces métiers qui font partie des métiers les plus recherchés et qui font partie des métiers en tension d'ailleurs. J'ai gardé aussi le métier de technicien helpdesk parce que ce métier, c'est pas vraiment un métier de la tech, mais par contre, je l'ai gardé pourquoi? Parce qu'il fait partie des top 3 des métiers, les plus en tension. J'ai identifié ça dans un article et dans une étude qui avait été, mis en ligne par, France Travail et donc en fait, c'est quelqu'un qui connaît, ou qui s'intéresse et qui s'est formé, à voilà, à tout ce qui est, heu
à la tech, donc d'une entreprise à l'autre, ça va être très différent. Mais en fait, ça peut être quelqu'un qui va, s'assurer qu'au téléphone, une personne qui a un problème à l'autre bout du fil puisse être débloquée. Et en fait, il y a des personnes qui vont avoir ce métier-là et ça fait partie des métiers les plus recherchés. Là, on revient dans la thématique vraiment, qui est au cœur de notre conférence, qui sont les métiers de la tech. Tout ce qui est système embarqué, donc les systèmes embarqués, ça va être tout ce qui est IoT. Donc c'est-à-dire, internet des objets, c'est tous les petits objets, par exemple votre frigo, ça va être une caméra, ça va être dans un parking, les systèmes qui sont, dans des petits boîtiers pour résumer et dedans, il y a un peu d'informatique, il y a de l'électronique, il y a du réseau. C'est tout un ensemble de technos qui vont travailler ensemble et ça, c'est des types de métiers bien spécifiques. Ça fait partie du top 10. Il y a les métiers évidemment, de l'intelligence artificielle, machine learning, data analyst qui sont dans ce top 10. Ensuite, il y a les métiers de tout ce qui est data et base de données. Donc, data, base de données, big data, donc savoir récupérer des données, savoir, les mettre en ligne, les mettre à disposition des ingénieurs intelligence artificielle et aussi, traiter les données, les organiser pour qu'on puisse les exploiter et pour qu'elles puissent aller dans un site internet ou dans une application, d'entreprise qui est très importante. Donc ça, c'est des métiers qui sont bien spécifiques et il y a les métiers dans ce top 10 évidemment de la cybersécurité et les métiers des jeux vidéo. Alors moi, ce qui m'a plus, surprise, c'est les métiers des jeux vidéo. Ouais, mais on en reparlera parce qu'en fait, effectivement, en ce moment, j'entends beaucoup parler de gaming. En ce moment, je pense que c'est un sujet, sur lequel, voilà, il y a pas mal de conférences, il y a pas mal de choses qui sont faites donc on en reparlera un peu après, mais c'est vrai que j'ai été surprise de le trouver dans le top 10. Eh bien, ce que je peux te dire, peut-être, là, c'est que dans les métiers de jeux vidéo, il y a notamment le métier de game developer, c'est-à-dire le développeur qui est spécialisé dans les jeux vidéo. Ouais, Donc, tout de suite, quand on fait le lien avec le métier de développeur et que le métier de développeur, il est au numéro un des familles des métiers les plus recherchés, eh ouais, bien, on se dit que c'est un peu logique, mais ça a du dans l'industrie des jeux vidéo, il y a encore plein d'autres, métiers tech. ouais, OK, très bien. Merci beaucoup Amédy, donc je te laisse, continuer. OK. Je vais faire attention au timing, pour pas que que je déborde un peu trop. En tout cas, ce que j'ai fait dans ces slides en plus, c'est que j'ai pris le top 3 de ces métiers-là et à chaque fois, j'ai rajouté, les métiers spécifiques. Donc pareil, j'ai appliqué une pondération donc sur chaque, appellation de métier, sur chaque métier que j'ai pu identifier dans les différentes, stats. J'ai compilé tout ça, et après j'ai mis dans l'ordre des plus recherchés aux moins recherchés, pour cette famille de métiers. Donc dans la première catégorie qui est la catégorie des métiers de développeurs, le plus recherché en tout cas, par les recruteurs sur 1 an et demi, environ 2 ans, c'est le métier de développeur full stack. Le métier de développeur full stack, c'est un développeur qui sait à la fois construire les interfaces des sites internet et quelqu'un qui sait aussi construire le moteur. Vraiment, c'est quelqu'un qui est, 360 sur la partie développeur. Le métier de développeur back-end, c'est le deuxième métier le plus recherché dans la catégorie de développeur. C'est quelqu'un qui va construire spécifiquement le moteur. Donc ça, le développeur web. Donc le développeur web, c'est une catégorie de métier qui peut être dans le développeur full stack et dans le développeur, back-end en passant. Mais ça va être ces personnes qui vont s'occuper précisément des sites. Que j'ai fait pendant des années, pendant longtemps. Donc, ils vont construire des applications spécifiquement soit sur Android, soit sur iOS, donc sur iPhone, soit sur les 2. Donc ça c'est ce type de compétences qu'on va avoir. Il y a les développeurs d'applications, donc ça c'est dans les différentes études que j'ai pu voir. En général, développeurs d'applications, on va penser plutôt alors, aux personnes qui vont faire, des très, 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 très grosses applications et souvent ça va être des applications pour des grosses entreprises et très souvent c'est en interne. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi en ligne, c'est-à-dire des applications qui vont être utilisées enfin pour les entreprises, mais en ligne, ça va être possible, comme ça. Mais ça fait partie encore une fois de la catégorie développeur. Il y a développeur ensuite front-end qui va se concentrer sur la partie plus interface et dans ce top, peut-être, Hélène, je ne sais pas si tu avais pensé à ça, mais il y a aussi le développeur Web3
qui sont, les J'y avais développeurs. pensé. OK, Ouais, d'accord. ouais, Il ouais, fait ouais. partie des développeurs qui, pour résumer, et là je réduis vraiment le périmètre parce qu'en fait ce serait plutôt, dans l'univers blockchain, mais ce sont les développeurs qui vont contribuer à construire des logiciels spécifiquement pour, par exemple, les cryptomonnaies. Il y a pas que les cryptomonnaies qu'on fait dans ce domaine-là, dans le domaine de la blockchain et du web 3, mais pour ceux qui ont déjà entendu parler de tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, eh bien, il y a des développeurs dedans qui ont une spécificité, ce sont les développeurs web 3, développeurs blockchain, ce sont ces développeurs-là. Après, il y a pas vraiment de surprise pour moi, sur, le full stack. Je suis pas du tout étonnée qu'il soit en Mmh. tête, en fait. Ouais. Voilà, il y a pas vraiment de surprise, hein. Oui, c'est vrai que full stack, ça fait, je dis alors, au doigt mouillé, ça doit faire, ouais, 3-4 ans qu'il a fait que monter au fur et à mesure. Pour un employeur, c'est un petit peu le graal, c'est-à-dire, il se projette en se disant: «Ah, je vais avoir un développeur qui va pouvoir tout faire». La vérité quand même, c'est qu'un développeur full stack, donc déjà en général, c'est plutôt des seniors, voilà, même s'il y a des formations, même accélérées avec le titre de développeur full stack. De un, c'est plutôt des seniors il faut avoir une vraie envergure pour pouvoir à la fois être assez performant en front et assez performant en back, et même les développeurs full stack seniors, en général, ont une majeure. Ils vont avoir une expertise en back-end, donc souvent, c'est des développeurs back-end qui ajoutent comme corde à leur arc, le front-end ou l'inverse. Souvent, c'est plutôt les backs qui rajoutent du front-end plutôt qu'un front-end qui rajoute du back, mais ça peut aussi se faire. Ouais, c'est important que tu aies bien précisé que c'est plutôt un métier senior, en fait, hein. Oui, Ça donne aussi à l'audience, une idée, en fait, demain je veux devenir, développeur full stack. Attention, en fait, en termes de formation ou peut-être en termes d'expérience, peut-être que c'est pas le moment, faut commencer par autre chose, peut-être développeur front-end, développeur back-end et après voir en évolution de carrière, voilà, pour arriver à ce niveau-là. Si c'est le but final, en fait. tout à Donc il fait, et d'ailleurs, faut ouais, vraiment jauger, sa capacité et se dire: «Est-ce que je pourrais le faire ou pas?» en fait. Voilà. tout Dans à quel fait. ouais, Je suis, pardon, complètement alignée avec toi, et ce que je conseille à mes clients en général, qui vont on identifie que c'est le métier de développeur qui leur convient le mieux, et qu'on identifie qu'il y a une formation full stack qui est intéressante, pour cette personne-là. Le premier conseil que je dis, c'est: «Attention, fais la formation, et pendant la formation, tu verras que tu auras une appétence naturelle, une facilité naturelle, soit plus le back, soit plus le front. Mets toute ton énergie sur ce qui marche le plus pour toi, et après sur le marché, selon les offres d'emploi que tu vas trouver, positionne-toi sur les offres d'emploi où il y a la majeure qui te va le mieux, ou même si tu as fait une formation de développeur full stack, tu vas postuler au poste de développeur front. Voilà, et c'est dans le temps qu'on va construire notre carrière et qui va faire qu'en effet, on va pouvoir avoir l'envergure d'un développeur full stack. merci. Oui, on va passer à la suite. Deuxième catégorie qui était dans le top 3, c'était le métier de la gestion de projet, agilité, manager IT. Donc, il y a alors ça cette catégorie de métier, elle est entre guillemets «un peu compliquée» parce que tous les métiers se touchent les uns les autres, parce que le chef de projet digital, il peut être chef de projet digital, dans une grande entreprise. Par exemple, j'ai assisté à une conférence, c'était chez Nestlé, voilà. Il y avait, la, responsable digitale de la boîte, hein, et en fait, elle manage, 3-4-5 équipes, très différentes, très techniques, moins techniques, et en fait, c'est ça le digital. Donc voilà, ça c'est chef de projet digital, mais ça peut être sur des plus petites équipes ou sur des plus petits projets. Chef de projet web, ça va être, un responsable qui va s'occuper plutôt de, essentiellement des applications web, ou donc, du moins des projets où il va y avoir des sites internet évidemment, et donc dans chaque projet, il y aura, plein de consultants ou de professionnels de la tech, et du digital, et en fait, le chef de projet, ça va être cette personne-là qui va s'assurer, que tout fonctionne bien, qu'il y ait toutes les personnes qu'il faut pour travailler, pour atteindre des objectifs, que le budget, la roadmap, tout soit carré. Donc ça fait partie de ses responsabilités. Le chef de projet informatique, on va peut-être le voir plus dans des très, très, très grosses boîtes, hein, ou dans des toutes petites boîtes, hein, et ça va être une personne qui va avoir, voilà, la casquette de gérer tous les problèmes et toutes les problématiques qui se rapprochent de l'informatique. Donc ça peut être sur le côté serveur, le choix des logiciels, le choix des prestataires, et aussi gérer des équipes.
Product owner, ça fait partie des métiers de l'agilité, donc c'est une gestion de projet spécifique, qui fait partie des gestions de projet innovantes aujourd'hui, et cette personne-là, c'est une personne qui va travailler avec, à côté d'un scrum master, dans les équipes agiles et ça va être cette personne-là qui va s'assurer qu'on est toujours sur les choses les plus prioritaires pour le client final, et il va s'assurer que, eh bien, on avance, au bon enfin, pas au bon rythme, mais en tout cas, il va s'assurer que, le client final soit toujours satisfait en travaillant à la au en proximité avec les développeurs. Pour résumer, voilà, le métier de product owner. Après, il y a le métier de project manager. Alors, le métier de project manager, c'est un chef de projet, sauf que c'est vrai que le project manager, on va l'appeler beaucoup, enfin, on va le nommer beaucoup dans tout ce qui est start-up. Puis, de toute façon, en général, il y a une sorte de diffusion des nouvelles appellations de métiers. Donc, peut-être que dans des boîtes plus traditionnelles, on va aussi appeler des project managers. Mais on va dire que voilà, on va avoir une responsabilité, peut-être un, 2, 3 projets, où on est toujours sur un peu la thématique du chef de projet. Et les business analysts, c'est un métier quand même assez différent. C'est une personne qui va s'assurer qu'on va construire heu, enfin, des interfaces, des fonctionnalités qui correspondent aux attentes de l'entreprise et aussi aux attentes des clients. Et en fait, ils vont se baser sur un certain nombre de données et surtout, ils vont construire les spécifications, fonctionnelles qui vont être remises par exemple, le chef de projet, à l'équipe tech pour que le projet puisse sortir, de terre. Parfait. Bah, pas de surprise aussi, hein, honnêtement, oui, Ouais, vraiment pas de surprise. sachant que toi, c'est ton aujourd'hui, c'est ton Oui, expertise pour le coup? c'est mon expertise, ouais, voilà. Moi, je suis chef de projet et effectivement, c'est exactement ça et il y a beaucoup de demandes, hein, de chefs de projet. Après, C'est ça. comme dit, ça dépend, dans quelle, industrie, quel type de projet, sur lesquels vous allez travailler. Par exemple, moi, je suis chef de projet, mais, je suis spécialisée en SIRH Mmh mh. et sur un logiciel aussi spécifique qui est Workday. Donc après, ça va vraiment dépendre parce qu'il y a c'est tellement vaste Mmh. aussi, Exactement. que, voilà, en fait, c'est ouvert à pas mal de monde, en fait, on va dire ça. Faut juste Exactement. trouver sa niche, en fait, tout simplement. C'est ça et il faut faire attention sur ces métiers, on parlait du full stack tout à l'heure et de la seniorité. Chef de projet, ça fait aussi partie des métiers où un employeur ou quelqu'un qui va recruter ou rechercher un profil, va chercher quelqu'un qui a de la bouteille. Alors la bouteille, ça va être, pour quelqu'un qui a déjà appliquer des techniques de gestion de projet dans sa précédente carrière, ça peut être ça, si on n'était pas dans la tech initialement. Soit sinon, c'est quelqu'un qui ont quelques années d'expérience, peut-être sont passés par des métiers tech, pourquoi pas développeur, pourquoi pas, data scientist, pourquoi pas data analyst, enfin peu importe, un métier de la tech et après souhaite évoluer en tant que chef de projet. Voilà, ça fait partie aussi des métiers un peu seniors et si on veut se reconvertir vers ces métiers-là, il y a des métiers un petit peu intermédiaires qui sont par exemple assistant chef de projet. Il y a des on recherche aussi ce type de métier ou si on est dans l'agilité, ça peut être proxy product owner. Voilà. Mmh. Bah, justement, en parlant de mon cas, moi, en fait, j'avais plus de l'expérience en tant que gérer des projets. Du coup, ça m'a permis, en fait, après de basculer, gérer des projets en tant que RH, hein, tout simplement et en fait, ça m'a permis après de basculer vers la SIRH et d'être chef de projet. Mais j'avais quand même de l'expérience, c'était des compétences qui étaient transférables et on va en reparler après plus tard par rapport à ça et donc c'est important, on peut passer d'un métier à un autre, on va dire entre parenthèses, par rapport à des compétences qui sont transférables et ça a été mon cas, en fait. Mmh, Mmh, tout à fait. ouais. Hyper intéressant et le dernier qui était dans le troisième métier les plus recherches, ce qui était la catégorie, admin système et réseau. Très rapidement, et bien, en vérité, j'en ai parlé quand même longuement, enfin, j'ai pris le temps d'expliquer, ce que c'était que cette catégorie, donc en fait, je vais pas répéter. Mais en tout cas, il y a les métiers donc ingénieur système ou ingénieur réseau ou ingénieur système et réseau. Donc quand on dit ingénieur, ça peut être aussi technicien. Alors aujourd'hui, voilà, enfin, heu, quand on dit ingénieur, on pense à bac+5, mais disons qu'on peut rentrer dans ces métiers, heu, même sans avoir un bac+5. Évidemment, c'est un ensemble de choses. Il y a des formations à la fois accélérées. On peut aussi rentrer dans le marché sur ces métiers-là avec un bac+2 si vous êtes plutôt étudiant et que vous êtes, en train de vous former, via un parcours classique, hein. Mais voilà, on résume ingénieur de manière générale, et puis tous ces métiers, ce sont des métiers cadres, en tout cas pour 95 d'entre eux. Ingénieur DevOps ou
ou DevOps tout simplement. C'est quelqu'un qui va intégrer dans son métier, donc il va faire tout ce qui est gestion des serveurs, la gestion de la mise en ligne, il va s'assurer qu'il y ait pas d'attaque aussi, ou va protéger les serveurs pour pas que les serveurs, tombent ou se fassent attaquer. Ça fait partie de ses tâches dont il est responsable, en tout cas sur lesquelles il fait attention. Et en fait, DevOps, c'est dev pour pour développement et ops pour ops. Et en fait, comment dire? Il va intégrer des logiciels, des outils et des scripts, donc un peu d'algorithmie, pas algorithmie, mais plutôt des scripts, hein, pour pouvoir, automatiser un max possible tout ce qui est la gestion des serveurs. Donc c'est ça, le métier de DevOps d'ailleurs est beaucoup en recherche et beaucoup en croissance depuis ces quelques dernières années. Donc vraiment ça c'est pour ceux qui aiment tout ce qui est, voilà, machine, serveur, c'est des beaux métiers. Et pareil DevOps, attention, ça fait partie de ces métiers aussi, plutôt seniors, voilà. En tout cas, un employeur va plutôt s'attendre à chercher quelqu'un qui a de la bouteille ou qui est passionné, voilà, ça fait partie de ces métiers-là. Il y a le métier d'architecte, donc j'ai déjà échangé avec plusieurs personnes qui étaient étonnées de savoir qu'il y a des architectes, dans le monde du logiciel, et de la tech. Et en fait, je l'ai mis dans la catégorie admin système, réseau, cloud et architecte parce que, on a besoin de personnes qui puissent penser le SI comme on dit dans notre, environnement. C'est-à-dire, eh bien, il faut que les logiciels fonctionnent bien entre eux, il faut que les données qu'on a besoin puissent circuler au bon endroit. Il faut que, à chaque fois qu'il y ait des nouvelles applications qui arrivent ou des nouveaux sites qui arrivent, et ben ça soit ils arrivent en harmonie avec le reste de tous les logiciels qui existent dans l'entreprise. Et ben, pour ça, et ben, on a besoin d'architectes. Et ben, c'est un métier en tant que tel qui existe dans ce secteur. Et le cloud, c'est, bah, comme vous connaissez, c'est, la possibilité d'avoir, un serveur qui puisse, où on peut agrandir, la capacité, à la demande, parce que sur ce site-là, tel jour ou telle période, et ben, il va y avoir beaucoup de fréquentation sur le site. Voilà pour résumer. Merci Amélie. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voudrais, aborder? Ouais, enfin, non, j'ai terminé pour ma partie, mais c'est vrai que voilà, on a vu les 10 familles de métiers, on a vu plus en détail, on va dire, entre 10 et 15 métiers différents. Mais le secteur de la tech et du digital de manière générale, c'est des centaines de métiers. De manière générale, le secteur est en tension, c'est-à-dire que à la fois, il y a des difficultés de recrutement et à la fois, on recherche beaucoup de personnes. Donc en fait, vraiment, il y a une vraie richesse. Et de toute façon, on va rentrer un peu plus dans les détails de, les conseils qu'on vous donne pour pouvoir, Mmh. avancer, dans ce secteur. Ouais. Donc, bah, là, on a abordé, en fait, la partie un peu plus factuelle et technique. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ces informations? Pour moi, avant de décider, et là, ça va être ma partie un peu, RH, on va dire ça, conseil RH. Pour moi, avant de décider, si l'un de ces métiers, vous convient, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, en fait, et de savoir est-ce que c'est un métier que vous allez aimer, sur lequel, vous allez, penser à une évolution de carrière. Donc il faut vraiment penser à maintenant et plus tard, en fait, et voir est-ce que c'est quelque chose que je pourrais poursuivre à l'avenir. C'est pas, c'est des métiers, en fait, vu que c'est la tech, c'est en constante évolution, il va falloir vraiment, réfléchir et se dire, bah, en fait, dans 5 ans, dans 10 ans, où j'en serai moi, en fait. Il faut quand même, penser à ça, surtout, parce qu'au niveau de la formation, vous allez prendre du temps pour vous former, et aussi, c'est quand même, un comment dire ça? Financièrement aussi, vous allez quand même, dépenser un certain nombre d'argent, pour pouvoir vous former. Donc il faut que ce soit, vraiment, faut que ça en vaille le coup, on va dire ça. Donc alors pour moi, je me dis en général, hein, de façon générale, c'est, dans les postes, on reste à peu près 5 ans. Pour moi, c'est vraiment, comment dire ça? La durée de vie, d'une personne dans une entreprise, donc 5 ans. Donc faut se dire sur 5 ans, est-ce que c'est un métier que je pourrais faire dans 5 ans? Et se projeter aussi dans l'avenir. Se projeter, c'est-à-dire est-ce que, vous souhaitez diriger une équipe? Est-ce que vous souhaitez devenir manager? Parce qu'en fait, après les 5 ans, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue toujours dans ce métier en développant plus, mon côté, carrière, c'est-à-dire carrière dans l'entreprise, devenir manager ou, intégrer l'équipe, du leadership.
Donc ça, c'est des questions auxquelles vous devez prêter attention et vraiment, prendre le temps, de s'asseoir et de définir, en fait, votre projet de carrière. Moi, je pense que ça, c'est très, très important. Donc Amédy, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Ouais, bah, je suis complètement alignée, avec toi. On en avait discuté, avec ton regard, de quelqu'un qui a évolué dans le secteur de la RH, c'est quelque chose enfin, moi j'aimais bien cette vision-là et que je retrouve aussi. C'est-à-dire que ce soit dans enfin, je sais pas, la le marché du travail, l'écosystème, professionnel, il a changé. Les métiers évoluent, changent, il y a des compétences qui évoluent et qui sont beaucoup recherchées, d'autres qui sont beaucoup moins recherchées, donc elles disparaissent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la durée de vie d'une compétence, elle est très limitée et c'est totalement normal que, voilà, tous les 3, 5, maximum 10 ans, eh bien, finalement, soit le salarié ou le professionnel ait envie de changer de métier, soit l'entreprise va chercher, une compétence un peu plus spécifique par rapport aux défis qu'elle rencontre aujourd'hui. Exactement, exactement. Donc après, si vous avez déjà passé l'étape de réflexion et que vous êtes en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle, il est vrai que les employeurs ou les recruteurs vont plus rechercher des parcours classiques. Ça, on va être vraiment transparente par rapport à ça, mais cela n'empêche que, il faut vraiment, que vous optimisiez votre CV. Donc ça, c'est très, très important parce que, moi, il m'est arrivé de recruter des gens qui n'avaient pas forcément un parcours classique et j'en reparlerai, après mais en fait, qui avaient des compétences qui étaient transférables, qui avaient fait une formation, et là, c'était surtout sur des postes de juniors débutants et en fait, par rapport à des compétences qui étaient transférables et ben, j'avais présélectionné, son CV, fait une interview et cetera, un entretien, un pré-entretien et ensuite, je vous expliquerai un peu, ce qui s'est passé. Donc voilà, donc il faut optimiser son CV. Quand j'entends par optimiser, votre CV, c'est avoir les mots-clés dans votre CV. Donc les mots-clés qui se rattachent au poste, que vous recherchez. Donc il est important. Donc ça, c'est l'algorithme, hein. Les CV maintenant, c'est plus comme avant où on regardait et cetera, on recevait des CV. Maintenant, il y a un algorithme qui fait qu'ils vont rechercher des mots-clés et ils vont déjà présélectionner des CV pour le recruteur, ou pour la RH tout simplement. Donc ça, c'est très important pour moi, ça c'est, les 2 1 points, auxquels il faut prêter attention. Ensuite, pour ceux qui sont des reconvertis, donc pour moi, il est très important de penser à vos compétences qui sont transférables parce que vous aurez la formation, bien sûr, mais ensuite il faut penser aux compétences que vous avez déjà acquis dans votre expérience passée et voir celles qui sont, transférables à votre nouveau métier. Et donc ça, il va falloir aussi prendre le temps de creuser, chaque expérience que vous avez vue et voir en fait par rapport au profil de poste, voir comment vous pouvez, à chaque fois, regarder, celles qui correspondent au poste actuel, en fait, tout simplement. Donc après, moi, le conseil que je donnerais aux gens, sur votre CV, si au bout d'un mois de recherche et que vous avez, postulé, moi, je dirais environ une vingtaine de fois et que vous ne recevez aucune réponse, ça veut dire qu'il faut vraiment que vous vous penchiez sur votre CV. Peut-être que vous demandiez à un professionnel de revoir votre CV, pour pouvoir bien sûr accéder, à votre, à votre, à votre au poste auquel vous recherchez voilà. Donc pour moi, ça c'est, les points les plus importants et donc là, je vais vous reparler un petit peu de mon expérience, par rapport justement à cette personne. Donc à cette époque-là, je travaillais, dans les assurances et là, en fait, je vais vous parler quand même comment dire? Une situation, mais ça s'est passé à Londres parce que j'ai fait la partie de mon expérience. J'ai travaillé en tant que RH à Londres et donc je veux dire, c'est une expérience quand même qui est plus du côté londonien que français, du côté, de l'Angleterre que du côté de la France. Alors, donc je travaillais dans une boîte d'assurance
Et en fait, l'équipe, il y avait plusieurs équipes et une des managers est venue me voir pour me dire elle cherchait en fait un junior. Elle voulait recruter dans son équipe un junior. Ils étaient déjà 3 personnes, l'incluant bien sûr, et donc elle recherchait plus un poste, une personne qui était junior. Donc en fait, ce qui se passe en Angleterre, et je pense que c'est ce qui est un peu différent de la France, le manager, il est vraiment impliqué du début jusqu'à la fin dans le process, dans la procédure de recrutement. Et ça, en fait, en France, je pense que ça fait défaut. Donc, pour les personnes qui seraient à venir à créer des entreprises, si vous avez l'ambition de créer votre entreprise, je crois que c'est très, très important de faire en sorte que chaque manager qui recrute soit complètement impliqué dans la création, dans, comment dire ça, la construction de son équipe, parce qu'en fait, ça permettra que ce soit lui qui ait choisi vraiment la personne qui doit rejoindre son équipe. Et en fait, il y aura une certaine harmonie dans son équipe. Parce que c'est lui ou c'est elle qui aura choisi en fait la personne qui va rejoindre son équipe. Donc moi, je travaillais faire la fiche de poste, donc le côté technique, etc., au niveau de l'expérience, etc., mais aussi par rapport aux soft skills et par rapport aussi à la personnalité de la personne qui devait rejoindre notre équipe. Donc pour moi, ça, c'est très, très important de faire aussi attention à cette partie-là. Donc de votre côté, dans vos recherches, parce que je suppose que si vous avez un plan d'action et que vous regardez l'évolution de votre carrière, vous allez certainement choisir comment dire ça, euh, j'ai oublié le terme. Vous allez Des forcément comment on appelle ça, compétences transférables? non, pas les compétences transférables. Quand vous allez postuler pour des offres d'emploi, pardon. Quand vous allez postuler pour des offres d'emploi, vous allez faire des recherches aussi sur l'entreprise, etc. Donc, il faut vous assurer aussi de savoir, en fait, quels sont les objectifs de la société, comment ils s'occupent de leurs employés, quels sont, voilà, en fait, il faut regarder le package, en fait, en entier. Il ne faut pas simplement se dire, je vais candidater à ce poste-là juste parce que le poste m'intéresse en fait. Je pense qu'il faut vraiment voir plus loin et se dire si j'ai envie de construire une carrière et j'ai envie d'intégrer cette entreprise, il faut que je regarde ce qu'il y a autour en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle le RSE. Donc, vous avez certainement entendu parler. Donc, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Et donc, en fait, ça permet en fait de voir les démarches que font les entreprises par rapport à tout ce qui est environnement des employés, comment ils traitent les employés, comment au niveau environnemental, quelle est la position de l'employeur, de l'entreprise qu'elle prendra par rapport à son environnement, tout simplement. Donc, je pense que c'est des choses aussi à prendre en compte également. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Amédi, si tu Ouais. veux ajouter quelques points par rapport à ça. En fait, quand on en avait discuté, tu m'avais expliqué un point que je trouve que ce serait super intéressant que tu partages, c'est que le manager avec qui toi tu étais en binôme pour faire le recrutement, il t'avait dit, en fait, il t'avait expliqué, le type de personnalité et les soft Ouais, skills qui manquaient à l'équipe, hein. Et en voilà, fait, c'est ça. tu m'as expliqué que tu as intégré ça dans ta recherche et c'est J'ai comme ça que tu as intégré ça dans trouvé ma recherche. le Ouais. profil qui était différent. Je veux bien que tu développes cette partie. Exactement. Alors en fait, pour moi, donc après chaque RH agit différemment. Moi, j'ai toujours cet esprit-là de donner la chance peut-être à des personnes qui ont peut-être un parcours un peu plus atypique, mais qui peuvent très bien intégrer l'entreprise en fait, tout simplement, ou l'équipe. Donc par rapport à elle, ce qu'elle m'a dit, puisque je connais aussi l'équipe, après moi j'ai une petite idée aussi de la personne, si elle va parfaitement se fondre dans l'équipe et pouvoir prendre sa place en fait, tout simplement. Donc au niveau des soft skills, c'était quelqu'un qui serait déterminé, mais elle, c'est plutôt une manager qui est qui est quelqu'un qui est vraiment très
elle laisse faire son équipe, en fait. Elle leur donne juste les tâches, et cetera. Donc il faut être un peu indépendant. C'est pas quelqu'un qui va venir regarder, votre travail de but en blanc, et cetera. Vous allez faire des points, mais elle donne la responsabilité, en fait, directement aux employés, en fait, directement. Donc il faut quelqu'un qui soit quand même assez indépendante et qui soit aussi, comment dire ça? Qui va pouvoir apporter une valeur ajoutée, en fait, à l'équipe, on va dire ça. Donc il y avait aussi toute cette thématique-là que je devais voir aussi. Donc en fait, moi, le but, c'était vraiment donc déjà là, pour la présélection, donc voilà, je présélectionne les CV par rapport à bon, tout ce qu'on a défini, et cetera. Et moi, j'étais tombée sur ce CV-là qui était assez atypique. Donc cette personne, en fait, c'est une jeune fille qui avait fait des études scientifiques dans la chimie, et cetera. Rien à voir avec les assurances. Donc vous allez vous dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu as présélectionné son CV?» Et en fait, donc elle avait fait une formation, dans les assurances et en fait, ça devait être son premier poste, en fait. Elle avait jamais travaillé dans les assurances, mais pas du tout. Et donc en fait, en regardant son CV, je sais dans les assurances, en fait, ce qui est important, c'est la gestion du risque. La gestion du risque, la planification, et cetera. Et en fait, en étant chimiste et scientifique, bah, en fait, il y a un peu de l'analyse de données, tout ce qui est business analyst, en fait. Et ça ressortait dans son CV. Et du coup, en fait, ça matchait avec le poste, en fait, malgré qu'elle ait un parcours scientifique qui n'a rien à voir avec un parcours typique d'assurance, en fait, de personnes qui travaillent dans les assurances. Donc, j'ai présélectionné son CV. Et donc, moi, je présélectionnais des CV et j'appelais, en fait, individuellement les personnes que j'avais présélectionnées pour pouvoir après voir qui j'allais retenir pour pouvoir passer les CV au manager. Donc, une fois que j'avais présélectionné les CV, donc je l'ai appelé, on a eu une discussion au téléphone, je voulais connaître ses motivations, le type de personne qu'elle était au travail, et cetera. Donc c'était vraiment une vingtaine de minutes, hein, pas plus que ça, parce qu'en fait, j'ai pas le temps de faire une demi-heure, c'est juste une vingtaine, une quinzaine de minutes pour avoir un petit peu une idée de la personnalité, aussi de la façon dont elle parle, parce que souvent, attention, le CV, on a souvent des gens, oui, ils sont super techniques, et cetera. Le CV, il est parfait. Mais en fait, au téléphone, quand vous avez une personne au téléphone, eh ben, c'est très important qu'elle puisse avoir une bonne expression. Et ça, souvent, il y a plein de gens, ça leur fait défaut. Donc, aussi, attention, quand vous êtes présélectionné, faites attention, préparez-vous en termes de comment vous allez vous positionner. Tout ça, c'est à travailler. Même si c'est 20 minutes, ces 20 minutes-là, elles sont très décisives. Donc ça, c'est le conseil. Donc après avoir présélectionné, et cetera, donc j'ai fait les différents entretiens. J'ai passé à peu près une dizaine de CV au manager. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que moi, je fais un petit résumé pour chaque présélectionné de tous les points positifs et des points négatifs. Mais j'ai insisté quand même un peu plus sur son profil à cette personne-là. Parce que je trouvais qu'elle avait quelque chose en plus par rapport aux autres CV que j'avais sélectionnés. Après, bien sûr, ça sera au manager de décider. Alors en Angleterre, comment ça se passe? Moi, je suis là dans tous les entretiens, en fait, jusqu'à la fin. Donc je vais accompagner le manager dans le second entretien. Et s'il y en a un troisième, si par exemple les candidats doivent rencontrer le senior, le leader, le manager du manager, je suis là dans toute la phase. J'étais là dans toute la phase, en fait. Ça permet aussi, moi, de bien caler les règles de l'entretien, en fait. Parce que les managers, souvent, ils ne sont pas toujours au fait de tout ce qui est entretien. Donc, en fait, moi, ça me permet de m'assurer que l'entretien se passe dans de bonnes conditions et dans les bonnes règles et qu'on ne pose pas des questions qui soient en dehors de ce qu'on est censé demander au candidat. Donc, c'est très important. Donc, il y a cette partie-là. Aussi la partie où moi, le conseil que je donnerais aussi aux personnes qui vont créer des entreprises ou qui sont déjà dans des entreprises ou qui sont dans la RH, c'est d'accompagner les managers en termes de recrutement. Parce qu'ils ne sont pas toujours au fait, poser les questions, quelles questions ils doivent poser,
comment ils doivent se positionner, parce qu'il y a des questions qui sont complètement interdites et les questions qui sont sur la vie personnelle, c'est totalement interdit en fait. C'est Mmh. discriminant. Donc, ces questions-là, il faut faire attention, il faut préparer les managers aux entretiens, tout simplement. Euh, et le dernier point que j'aimerais que vous entendiez, c'est qu'il faut mettre à jour son CV régulièrement. Vous n'allez pas vous lever un beau matin après 5 ans et décider de changer de poste et vous dire ah bah je dois refaire mon CV. Donc moi ce que je conseille aux gens c'est en fait à chaque fois je ne dis pas de refaire son CV complètement, mais quand vous avez des nouvelles compétences, si vous travaillez sur un nouveau projet, de faire un petit résumé de tout ça et de le mettre sur son CV, parce qu'en fait, après, on oublie, en fait, tout simplement. On a tendance à oublier ce qui s'est passé, ce qu'on a fait dans les détails et tout ça, c'est assez difficile. Et donc ça, c'est c'est ma dernière recommandation pour vous quand vous allez commencer à candidater et que vous allez vous lancer sur le marché de l'emploi. Voilà. Super Donc, conseil. Amity, est-ce que tu as d'autres points à rajouter? Et on va aussi parler d'autres choses, mais je te laisse voir si tu as d'autres points à rajouter par rapport à ce que je viens de dire. Non, mais super conseil, pareil, je vais aller dans ton sens, parce que c'est très, très pertinent, le travail du CV, c'est un travail qui est long, donc on peut avoir des difficultés justement à le faire parce que voilà, c'est un vrai sujet, c'est un travail aussi profond, j'en parlais avec une amie tout à l'heure, qui est aussi coach et c'est vrai que voilà, faut pas hésiter à se faire aider sur ce sujet parce qu'en fait, c'est vraiment comme dit, Hélène, c'est un élément qui fait, qui ouvre des portes ou qui les ferme complètement. Mmh, Il y a un exact. vrai, vrai, vrai travail à faire et l'astuce de le mettre à jour régulièrement, même si vous n'êtes pas à la recherche tout de suite, même si vous avez juste vous savez que vous êtes attiré par un autre domaine, pensez à mettre vos différentes expériences, hein, juste pour pas les oublier parce que ça peut être une de ces expériences qui fasse qu'une RH identifie que: «Ah, il y a cette compétence transférable vers ce nouveau métier» et ça, Mmh. c'est très pertinent, ouais. En fait, c'est votre carte de visite, hein, Mmh tout mh. simplement. Et donc, votre carte de visite, il faut qu'elle soit à jour, il faut que vous l'entretenez. En fait, on va dire ça, vous l'entretenez, votre carte de visite. Et donc, du coup, pour moi, c'est un conseil que je donne aux gens parce que des fois, Heu, il m'est arrivé en fait d'aider, des amis à moi sur leur CV et en fait, ils veulent soudainement changer de poste et cetera. Ça m'est arrivé de passer 1 heure et demie, 2 heures, au téléphone avec des personnes que je connais pour les aider justement à optimiser leur CV et en fait, c'est parce qu'en fait, pendant des années, ils ont laissé, ils ont pas pensé en fait, tout simplement et Ah non, du mais c'est ça, hein, tout à voilà, fait. ils se trouvent là et puis, en fait, dans la discussion, je me rends compte que mais en fait, ça, c'est pas sur ton CV, mais si tu veux passer, sur ce métier, bah, maintenant, il va falloir que tu rajoutes ça sur ton CV. Quelque chose que la personne avait Complètement oublié, complètement oublié tout à et fait, ben, en fait, c'est un élément qui sera déterminant peut-être pour son changement de carrière. tout Donc c'est à pour fait. ça que c'est très important de vraiment régulièrement revisiter son CV, s'assurer qu'il est à jour. Et donc, après le Excuse dernier point oui, vas-y. Excuse-moi Hélène, il y a je vois que dans le chat, il y a Abby, coucou Abby, qui demandait si la fille dont tu parlais a finalement été recrutée Ah ou oui, pas? elle a été recrutée, elle a eu le poste. Ouais, elle a eu le poste, elle a été recrutée, mais en fait, parce que vraiment, elle était complètement différente des autres personnes de l'équipe et vraiment, elle avait besoin d'une personne qui pense un peu différemment parce que les autres avaient vraiment un parcours dans l'assurance, avaient fait la formation dans les assurances et elle, elle venait avec quelque chose en plus. Donc ça fait que oui, effectivement, elle a été recrutée, j'ai oublié de le dire et j'ai oublié de finir mon histoire, mais elle a été recrutée à la fin. Donc après, moi, je suis très, très méthodique en fait. La plupart des personnes que j'ai sélectionnées, la plupart du temps, ils ont eu le job, quoi. Parmi les personnes, que j'avais sélectionnées, en général, une des personnes a eu le job, quoi. Parce Mmh. que je fais très attention, je prends le temps de parler aussi avec les candidats avant de faire une sélection finale, hein. Ça a toujours été, j'aime bien connaître le candidat, savoir un peu, tu vois, sa personnalité, connaître sa personnalité. Parce que pour moi, les skills, les compétences, si c'est dans le CV, c'est OK en fait. Comment expliquer? Parce que ce qui fera la différence vraiment, c'est la personnalité. Et ça, voilà, pour moi, c'est essentiel. Parce que les skills, les compétences, tout le monde les a.
Mmh. Les Et puis ça compétences, on les a s'apprend. toutes, tu vois? Ouais, et puis Voilà. ça s'apprend. Mais c'est hyper intéressant ton partage parce que, tu vois, je pense que c'est on ce que tu décris, la manière dont tu travaillais, c'est un petit peu l'image idéale que nous on a, enfin du moins l'image normale qu'on a des RH, hein. Et donc tu disais que tu étais, peut-être un petit peu Non, différente par moi rapport je à ce que tu suis as vu un peu autour de différente, toi. mais par rapport à mon expérience personnelle, hein. Ouais. Moi, j'ai été juriste, Mmh. voilà, j'ai travaillé dans la RH, voilà, j'ai un quand même une expérience de vie qui est un peu différente Mmh. et à Londres, les RH, ce sont des personnes qui ont un leur parcours, en fait, c'est vraiment un parcours de RH. Alors qu'en France, quand on devient RH, on a suivi un parcours qui est un peu plus, de droit, de juriste. La plupart des gens qui sont RH, en France, c'est des parcours, dans le domaine légal, en fait. Alors Dans le qu'en droit du travail, tu me disais dans le droit plutôt? du travail et cetera, excusez-moi, j'ai pas utilisé le bon terme. Dans le droit du travail, le droit social et cetera, c'est plus cette partie-là, alors qu'en Angleterre, c'est complètement différent. Les gens ont vraim il y a vraiment des cursus que RH, en fait, tout Mmh. simplement, parce que c'est le marché de l'emploi qui est différent. En Mmh. France, on c'est beaucoup sur la législation, Mmh. les droits du travailleur, les droits des entreprises, alors que l'Angleterre, c'est pas du tout ça. C'est vraiment la partie, on va dire entre parenthèses «humaine», la partie entreprise, mais pas forcément la partie légale. Donc ce qu'eux, ils vont faire appel quand ils ont, par exemple, on les attaque en justice et cetera, on se retrouve au prud'homme, ils vont devoir faire appel à une personne externe, un Mmh. juriste externe, parce qu'en fait, ils ont pas la compétence la plupart du temps. Tout ce qui est droit du travail, ils n'ont pas la compétence. Donc moi, j'étais un parcours quand même assez atypique, un peu différent, dans le monde, anglophone ou en Angleterre et cetera. Donc c'était un peu différent et moi, je voyais les choses un peu différemment par rapport à mon parcours parce qu'on m'a donné la chance, moi. J'étais pas forcément le parcours, voilà, le parcours, classique et cetera et on m'a donné ma chance. Donc moi, j'avais toujours cette idée de regarder, de outside the box comme on dit, Mmh de mh, mmh. voir en dehors de tout ce qui est classique et cetera et voilà. Mais après pour moi, c'est vraiment la personnalité parce que comme je l'ai si bien dit, les compétences, on peut les apprendre. Mmh. Mais la Dans le personnalité, les C'est soft skills, important. c'est plus difficile à avoir. Là, je vois Fatou, dans le chat qui met, vraiment, qu'elle aime beaucoup ta vision. En effet, c'est, l'image idéale qu'on attend d'une RH. En fait, Oui, n c'est nous, l'image en France, idéale, mais on ouais, n'a mais pas enfin, en tout cas, je pense qu'on a tous eu au moins une ou plusieurs expériences, si c'est pas la majorité des expériences de RH plutôt dans en effet, dans le légal. Et en plus, il y a plusieurs différences par rapport à ton expérience. Par exemple, tu sais, tu expliquais que toi, tu accompagnais, les managers pour, qu'ils soient dans la bonne posture, dans la ouais, phase de recrutement. Là où pour, dans la tech et dans le secteur de la tech, bon, moi je peux parler que du secteur de la tech et du oui, digital, les managers ou les responsables, ils sont pas souvent accompagnés des RH, et je pense que c'est dommage, il y en a quelques-uns, il y a quelques grosses entreprises qui font attention à ça et ce qui fait que c'est vrai que de un, il y a pas forcément cet accompagnement, cadré comme, mmh, ce que toi tu disais et le deuxième point, c'est que toi, j'aime beaucoup ta vision et c'est ce qu'on voudrait des RH et en fait, en France, comment faire pour contourner ce problème que, eh bien, voilà, on n'a pas malheureusement des RH qui soient toutes des Hélène. Eh bien, c'est, comme disait Hélène, mais là, je répète, c'est il faut faire remonter ces soft skills, il faut faire remonter la cohérence du CV, il faut faire remonter la cohérence du parcours passé dans le CV, dans la candidature pour que la RH et les managers, bah, même s'ils ont pas cette vision-là, et bah, qu'ils le mmh. voient, noir sur blanc, quoi. Ouais, c'est un excellent point, voilà. Voilà, et franchement, tu as dit ce qu'il fallait dire, c'est le CV, c'est votre carte de visite. Sans ça, que vous soyez reconverti ou pas reconverti, que vous ayez un parcours classique, votre CV, c'est votre carte de visite. Sans ça, vous allez aller nulle part. Mmh, Donc il est important de se faire accompagner pour construire son CV, pour qu'il y ait une logique dans votre CV c'est par ça. rapport au poste que vous visez. Mmh. Hélène, il y a écrit, tu as une fan, hein, Hélène, le rêve RH, il y a écrit. Oh Fatou, merci, c'est c'est vrai, gentil. Ah, c'est vraiment j'adore. gentil. Mais je suis Je plus vais dans la RH, hein. je vais rajouter un cœur moi aussi. J'ai participé au chat. Je suis plus dans la RH, maintenant j'ai changé un peu de J'espère fusil. avoir j'espère avoir une Hélène pour mon prochain entretien, mais Amédi est là pour m'aider. Elle envoie Ouh là là, double vous love. me lancez des fleurs aujourd'hui, je vais plus me sentir, hein.
Donc et le dernier point, elle m'a dit qu'avant qu'on passe aux questions, au Q&A, donc moi, j'aurais voulu qu'on parte un peu, de Vas-y. l'IA, voilà et comment, en fait, on pourrait l'intégrer, tout simplement à notre évolution de carrière et cetera. Donc j'aimerais que tu nous fasses une petite conclusion sur ça, parce que là, D'accord. c'est plus ton domaine. Ouais, avec plaisir. Oui, en effet, donc Hélène me faisait la remarque, très judicieuse que, on peut pas parler, des métiers de la tech, sans parler, de la révolution qu'on vit et qu'on voit et qu'on sent tous les jours, qui est, bah, les métiers sont transformés, par les métiers, par l'IA, par notamment, ces technologies qu'on appelle des IA génératives, par les LLM et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de nouvelles fonctionnalités, plein de nouveaux outils qui sortent, qui sont nouveaux, qu'on connaît mal. Il y a notamment, par exemple, ChatGPT, l'outil qui est vraiment, aujourd'hui la référence et qui, a lancé un petit peu toute cette vague, depuis environ 2 ans, et en fait, la question c'est: comment faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel impact? Donc ça touche tous les métiers. Tous les métiers vont être traversés par cela, mais c'est au même titre que, comment dire? Je parlais avec, une amie tout à l'heure, avec qui on a travaillé ensemble et elle me disait que, bah, voilà, il y a 15 ans et bien, c'était pas logique il y avait pas internet dans toutes les entreprises. On n'utilisait pas internet au quotidien et pourtant, des années ont passé et en fait, internet a été présent partout et ça a touché tous les métiers. Chaque métier, que ce soit RH, tech, chef de projet ou même dans les assurances, l'arrivée d'internet a eu un impact et a transformé le quotidien du métier et en fait, l'IA générative, en tout cas les IA aujourd'hui, en tout cas cette nouvelle technologie qui est arrivée, elle va aussi alors de mon point de vue et c'est le point de vue aussi de plusieurs personnes dans l'écosystème, et aussi les études et les stats, parlent de cela. Ça va transformer, ça va avoir un impact sur les différents métiers et ce que Hélène faisait comme remarque, c'est qu'elle disait que: «Attention, il faut, se tenir au courant de cette tendance, regarder les outils». Moi, ce que je conseille, c'est de s'approprier déjà au moins ChatGPT parce que ça va faire partie des choses qui vont s'immiscer à plusieurs endroits différents des différents métiers. Que vous changiez de domaine ou que vous alliez dans la tech, ce sera présent. Donc intéressez-vous à ça et en fait, quand reconvertissez-vous dans ces métiers de la tech si c'est ça votre objectif et dans un deuxième temps, il faudra aussi vous acculturer et intégrer ces outils et ces nouvelles solutions pour optimiser votre travail parce que c'est comme ça que vous allez faire la différence aussi sur le marché. Parce qu'on a dit que voilà, c'était des métiers recherchés, qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi, que c'est des métiers en tension, c'est-à-dire que les employeurs ne trouvent pas ces personnes-là. Mais il faut aussi réussir à se différencier parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se forment dans ces métiers. Même si, voilà, toutes les demandes ne sont pas pourvues, pourquoi toutes les demandes ne sont pas pourvues? C'est parce que les employeurs cherchent des personnes compétentes, qui savent où est-ce qu'elles vont, qui connaissent l'écosystème, qui va les accompagner presque. Donc même si on est reconverti, les employeurs ont quand même cette attente. Donc acculturez-vous, mettez-vous à jour, utilisez les outils, voyez comment vous pouvez optimiser votre travail. Dans un premier temps, concentrez-vous sur les compétences de base et ensuite intéressez-vous à cela pour vous différencier sur le marché, pour avoir, durabilité dans, le nouveau secteur d'activité ou dans votre secteur d'activité, dans lequel vous évoluez actuellement. Exactement, il faut solidifier déjà les bases et ensuite s'intéresser à l'IA et les outils de l'IA qui pourraient optimiser votre travail. Voilà, belle conclusion à Mehdi. Donc ce qu'on va faire, on va passer aux questions-réponses. Donc alors, mais je pense qu'on a dû répondre à cette question. Donc c'est une question de Cyrine. Pour le métier de développeur, est-ce qu'il y a des spécialités peut-être les plus demandées? On a répondu, hein, full Tout à stack? fait. Oui, Ouais, on avait vu full stack, ouais, développeur back-end, ouais. développeur web, développeur mobile. Mais de toute façon, Hélène, je crois que les slides et la conférence, le replay, on va leur envoyer à tous les inscrits, Oui, comme la ouais, dernière fois? OK, c'est ça. On envoie un mail après, avec un récap et cetera. Tes coordonnées, bien sûr, parce que, n'oublions pas qu'Amélie aussi, elle accompagne, les personnes, qui se reconvertissent, dans la tech et donc du coup, voilà. Vous verrez à la fin, on enverra un mail avec le récap et puis, votre avis aussi sur la conférence, tout à sur fait. le webinaire, comment ça s'est passé et cetera. Donc, vous allez bientôt recevoir aussi un mail à ce sujet. Ensuite, bonjour Amédi, merci pour votre intervention. Qu'en est-il des métiers de la cybersécurité? Pareil, en fait, voilà, donc quel est dans la cybersécurité, qu'est-ce qui est le plus demandé? Quel est le Oui. métier? Quels sont les métiers qui sont les plus Oui. demandés? Alors, dans les différentes études et stats que j'ai pu, récolter,
c'était toujours, il n'y avait pas la spécificité derrière la cybersécurité. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les métiers de la cybersécurité, alors aujourd'hui, on sait que ça existe, on sait que c'est un sujet qui est central et qui est très important, les entreprises sont au courant. Sauf que ça fait partie de ces métiers qui sont très nouveaux pour, les acteurs de l'emploi, de manière générale, c'est-à-dire Pôle emploi, France Travail et toutes les personnes qui s'intéressent à trouver des solutions sur la partie employabilité pour les travailleurs. Donc ce qui fait que c'est pour ça que c'est pas étonnant qu'on trouve pas, les intitulés des métiers en tant que tels sur ces métiers et ces secteurs qui sont beaucoup recherchés. Sauf que moi qui a créé une cartographie sur les métiers de la tech et du digital et je travaille sur cette structure depuis 5 ans et que je viens du secteur de la tech depuis plus de 15 ans. Donc je connais les métiers, de la cybersécurité et les métiers qu'on va rechercher, ça va être les métiers de type, pen tester, donc c'est, en gros enfin c'est un hacker éthique, donc ça va être un professionnel qu'on va recruter pour pouvoir tester, la sécurité d'un site internet, d'une application, d'une entreprise et en fait, il va attaquer l'entreprise, mais ça va être, sous contrat, ça va être encadré, voilà, c'est vraiment tout est carré, mais c'est vraiment ça son objectif, donc c'est un hacker éthique ou un white hat, on peut l'appeler comme ça. Il y a des consultants en cybersécurité qui vont faire, voilà, ça peut être des études, des recommandations. Ça peut être aussi des développeurs cybersécurité. Donc ça va être un développeur, donc ça fait partie des métiers les plus recherchés, sauf qu'ils vont avoir une vraie couche sur la dimension cybersécurité. Parce qu'en fait, la majorité des développeurs, en tout cas tous les développeurs seniors aujourd'hui, si on regarde leur formation, moi par exemple, j'ai un parcours classique, j'ai un bac+5 en ingénierie logicielle. Pendant 5 ans, j'ai fait que du code. J'ai eu enfin, non, j'ai pas eu de cours sur la cybersécurité, ce qui fait que, voilà, les développeurs seniors n'ont pas eu de formation sur ce sujet. Aujourd'hui, de plus en plus, on intègre ces modules-là dans les cours, actuels. Mais c'est vrai qu'un développeur cybersécurité, un développeur logiciel ou un développeur, back-end ils connaissent un petit peu, par exemple front-end, ils vont pas avoir cette partie-là. Et les développeurs cybersécurité vont avoir cet élément-là. C'est partie de ces métiers qui vont être les plus recherchés, et qui vont être surtout de plus en plus recherchés. À suivre ces métiers parce qu'on verra dans 3 ans, 5 ans, eh bien, la spécification de ces métiers vont éclater. Aujourd'hui, quand je parle des métiers de développeurs et d'ailleurs dans les stats, on voit front, back, full stack. Et si on se retrouvait il y a 7, 10 ans, ils allaient juste mettre développeur parce que c'était un métier qui commençait à être compris par l'écosystème, au global. Next, la prochaine donc alors bonjour Hélène, bonjour Amédi. Je suis actuellement, tech support dans la cybersécurité. Quelle certification plus langage de programmation à connaître? OK. Alors là, Alors, je vais pas pouvoir te répondre ouais, là je comme ça à chaud. précise un peu Je suis pas une experte en cybersécurité, même si tu vois le hack ici, parce que je suis allée à une conférence sur le hacking, mais je suis pas consultante en cybersécurité, c'est juste c'est ce que que j'allais dire, c'est un peu, ça peut être une question un peu trop spécifique. ouais, c'est ça, très spécifique. En tout cas, ouais, il faudrait que mon conseil que je pourrais te donner, donc, c'est aller chercher, il y a des tops, il y a des études, il y a des articles sur, la partie cybersécurité. Tu peux aussi t'intéresser à tout ce qui est organismes de formation qui sont dans le domaine de la cybersécurité. C'est possible que dans, le programme, ils disent: «Vous allez pouvoir, valider telle certification ou postuler à telle certification». Ça va pouvoir être des réponses pour toi et troisième conseil, je te conseille d'aller sur LinkedIn, aller chercher des profils qui sont dans la cybersécurité. Regardez s'ils ont des certifications dans leur profil, donc ça, c'est une chose que tu pourras voir et deuxième chose, si tu trouves pas ou c'est pas très clair ou que tu veux avoir des informations complémentaires, je te conseille de rentrer en contact avec eux. LinkedIn, c'est vraiment un réseau fait pour développer son réseau, fait pour, rencontrer, aider aussi les gens. Les gens sont plutôt enclins à aider, des personnes qui souhaitent avoir quelques informations. Moi, je l'ai déjà fait, je suis sûre que Hélène, tu le disais tout à l'heure, tu l'as déjà fait plein de fois. J'y ai déjà fait, il y a des gens qui me contactent, tout ce quand il y a plein de gens qui me contactent par rapport à ça. Exactement. Bah, j'essaye de les orienter et cetera et après je leur dis: «Mais en fait, regardez sur LinkedIn, quoi, il y a plein de gens». Déjà dans nos membres à nous, de GTA Black Women in Tech, sur LinkedIn, là, on est à combien? 930 membres.
forcément, vous allez trouver des gens, qui sont dans le domaine de compétences dans lequel vous voulez, entrer et ben, allez au culot, en fait, envoyez-leur un message et les gens, je vous assure, en majorité des cas, hein, vraiment 80 90 des gens, ils répondent. Ça, c'est clair. Moi, je réponds et je sais qu'il y a plein de gens qui répondent. Amélie, voilà, elle répond. Voilà, après, bon, faut pas non plus abuser, mais Ouais, voilà, il il y a un faut juste être milieu. vraiment très direct sur la question, Oui, savoir où on veut aller, pas poser 10 000 questions, mais être vraiment direct. Et aussi, j'en parle énormément, c'est le réseautage. Ça, franchement, surtout pour les reconvertis, franchement, il faut faire du réseautage parce que vous savez pas où le poste, peut où vous pouvez trouver le poste, en fait, tout simplement. Vous pouvez rencontrer des gens et vous aurez peut-être l'opportunité, voilà, par exemple, ils vont dire: «Oui, dans ma boîte, on cherche, quelqu'un». Peut-être vous recommander parce que vous avez eu, une discussion avec eux, vous avez envoyé un message après sur LinkedIn, vous avez fait un suivi et ils vont peut-être vous recommander. Donc c'est important aussi de réseauter quand on est mais pas que quand on est en recherche d'emploi, en fait, tout le temps, il faut réseauter. En fait, ça vous permet de savoir ce qui se passe dans le monde de la tech, de rencontrer des gens, qui travaillent dans la tech, qui sont déjà dans le domaine, comment dire ça? De s'informer des différentes, comment dire? Du mouvement de ce qui se passe dans la tech et cetera. C'est hyper important. En fait, c'est tout le temps en évolution, donc il faut se mettre au courant. Même si on ne fait pas forcément les recherches, il faut réseauter. Ça vous permet aussi d'acquérir des informations que vous n'allez pas trouver aussi facilement et de pouvoir aussi rencontrer des experts, tout tout à simplement fait. parce que quand on va dans les conférences, Pour se faire aiguiller justement et poser vos questions et posez pour, vos questions ouais exactement, et pour exact, finir sur, la question de la certification, donc c'est comme ça que tu pourras les trouver. Mais attention, dans le monde de la tech, juste faire une certification, c'est pas suffisant. Une certification, très souvent, c'est une forme de QCM ou des petits exercices. Dans le milieu de la tech, nous, ce qu'on aime, c'est la pratique, exactement, faire des projets. Donc ouais, oui, certains employeurs vont être contents de voir une certification, mais c'est très, très, très loin d'être suffisant. Donc alors sauf si voilà, ça enrichit un profil qui est déjà, sur le terrain. Donc ça peut être un élément supplémentaire pour se différencier et aussi pour attirer l'attention. Et après, il y a aussi toutes les plateformes de bug bounty, donc là où vous allez pouvoir, faire des corrections, enfin, trouver des bugs et montrer comment aussi les corriger. Voilà, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour pouvoir, compléter votre profil et vos compétences, notamment à la partie cybersécurité. Mais voilà, si un jour, avec Hélène, on faisait, une conférence sur la thématique de la cybersécurité, je ferais justement toute l'étude en l'occurrence pour aller identifier, pourquoi pas ces certifications si ça fait partie des choses qui seraient intéressantes exactement. à regarder. Donc on va passer encore à quelques questions parce que là, on a déjà dépassé le temps. Alors, j'ai l'impression que la majorité des postes à pouvoir dans la tech sont destinés aux seniors. Comment faire lorsqu'on est reconverti? Bonne question. Excellente question. Donc oui, c'est vrai que j'ai quand même mis, la lumière et j'ai bien insisté sur, les postes, que je disais qui étaient plutôt accessibles pour les seniors. En fait, donc comme on recherche beaucoup, des personnes, dans le secteur de la tech, hein, ce qui fait que ça laisse, de la place et il y a des opportunités qui sont accessibles pour les profils donc débutants et de type reconverti. Et en fait, ça va un petit peu dans le sens de ce que, Hélène expliquait tout à l'heure, c'est qu'il recherchait un profil avec, qui apportait un élément supplémentaire à l'équipe, dans sa propre expérience qui était pas dans la tech certes, hein, mais dans les c'est tellement difficile de trouver, même des développeurs, que, moi je sais qu'on va chercher dans certaines grosses boîtes, moi j'ai déjà quand j'étais dans mon ancienne boîte dans la boîte de consultants pour développeurs, moi j'étais chargée de faire aussi le recrutement et en fait, j'ai déjà fait un recrutement avec une personne qui était, en Afrique du Nord, à distance et en fait, il allait venir après en France. Tellement que, l'écosystème est totalement ouvert à l'idée d'intégrer des personnes nouvelles. La seule condition, c'est que même si c'est un poste junior parce qu'en fait, comme c'est difficile de trouver des gens, on va recruter des profils juniors, des profils intermédiaires et des profils seniors. Pour être honnête, les entreprises, dans l'idéal, si elles ont les moyens de les payer, ils recherchent des seniors. Mais quand ils trouvent pas de seniors, eh bien, ils vont aller
étudier le CV, enfin du moins si le CV il donne envie et qu'ils voient du potentiel dans le CV, ils vont pouvoir faire les entretiens et là, il faut prouver que vous êtes pas levé un matin en vous disant: «Je suis ingénieur, développeur, je suis consultant cybersécurité, je suis chef de projet» et que ça vous vous êtes levé ce matin. En fait, si c'est ça, c'est sûr que ça va pas passer. Mais en fait, on peut montrer, des compétences qu'on a commencé à développer au travers, par exemple, de la formation. Pendant la formation, vous avez fait des exercices, vous avez fait des projets, vous avez fait un projet final et bah, ça, c'est, un élément très concret. Ça fait partie de votre portfolio. Ça, faut l'isoler, le mettre en ligne, il faut le mettre dans votre ordinateur, il faut le préparer, il faut le montrer, en fait, dans le CV pour pouvoir attirer un recruteur. Parce qu'en fait, ce qui est bien dans la tech, c'est que même si vous n'êtes pas senior, tout ce qu'on veut et tout ce que veulent les recruteurs, c'est que vous ayez déjà pratiqué quelque chose de concret et que dès la première semaine, vous allez pouvoir apporter quelque chose à leur entreprise. Alors si vous êtes dans la cybersécurité, je dis au pif, hein, est-ce que vous êtes capable, dans la semaine où vous allez arriver, d'identifier des vulnérabilités et les corriger? Et ben, en fait, le panel de vulnérabilités possibles est tellement grand qu'il y a les plus basses, les plus basiques, vous allez pouvoir le faire après une formation. En tant que développeur, est-ce que vous allez pouvoir construire, je ne sais pas, un formulaire ou juste une page simple? On ne vous demande pas de savoir construire un Facebook. On vous demande: «Est-ce que vous savez faire les toutes premières briques, qu'on a besoin de faire quand on fait un site internet?» Et ça, c'est ça que vous devez préparer, même si vous êtes junior et prouver que vous savez le faire en le montrant à travers d'un portfolio, en indiquant quel projet vous avez fait, quelle techno vous avez fait, en montrant des exemples et si vous n'avez pas fait de portfolio ou de projet et ben, faites-le de zéro. Avant de postuler, pendant que vous êtes dans la phase de recherche, faites des projets pour pouvoir le montrer aux employeurs. C'est comme ça que vous allez les attirer et c'est comme ça que vous allez pouvoir accéder à des opportunités, même s'ils recherchent des intermédiaires et des seniors. Et je vais vous donner un exemple très concret pour vous dire que c'est pas du tout, je suis pas en train de vous convaincre que c'est accessible. Je dis pas que c'est simple, je dis qu'il faut avoir la bonne stratégie et le bon plan d'action et passer à l'action. C'est ces 3 choses qu'il faut que ça marche. Pour vous donner un exemple, moi, quand j'étais développeuse mobile Android, en début de carrière, c'était un métier qui était extrêmement recherché. Vraiment, c'était vraiment le top, métier le plus recherché à l'époque. Et en fait, comme c'était une nouvelle techno et ben, les employeurs, ils étaient inquiets. Quand les employeurs sont inquiets avec ces nouvelles techno et qu'ils savent qu'ils ont besoin de répondre à des opportunités qui s'offrent à eux, ils cherchent que des seniors. Sauf qu'à l'époque, un développeur mobile senior, ça n'existait pas. C'était pas possible. C'est les smartphones, ils sont arrivés, en 2008, 2007, pour iPhone et on pouvait pas aller, c'était impossible 10 ans d'expérience, mais ils cherchaient des développeurs seniors. Donc c'était très drôle. Et en fait, ma boîte de consultants me présente, à l'entreprise, c'était Michelin. Ils cherchaient un senior pour remplacer un développeur qui partait et donc moi j'avais ouais 6 mois d'expérience, donc très, très junior et 6 mois, voilà, c'était très jeune, quoi. Je fais l'entretien et en fait, j'ai obtenu le poste. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais la culture G, parce que j'avais fait 2-3 projets, parce que j'étais à jour sur la veille technologique, c'est-à-dire que je connaissais, j'avais compris ce que c'était les technos, même si je les avais pas appliqués. Je savais quelles sont les 3 choses importantes quand on faisait, ce type d'application et en fait, l'employeur l'a senti, l'a vu. Ils avaient du mal à trouver des développeurs, de un. De 2, ils avaient personne pour remplacer le développeur senior. De 3, j'avais le potentiel et j'avais quelque chose que j'avais en plus dans ma manière d'aborder dans la tech et c'est comme ça que j'ai obtenu le poste, voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a de la possibilité parce que le secteur est en tension. Donc voilà, mettez le bon plan d'action et choisissez aussi les bons métiers qui vous correspondent parce que quand vous allez choisir les métiers qui vous correspondent, c'est là que vous allez faire ce Le truc en maximum. plus. Oui, Voilà. ce truc en plus, ouais. C'est ce que je disais au début, hein. C'est bien beau de dire c'est les 10 métiers de la tech et cetera, foncez tête baissée. Faut bien réfléchir en fait. Faut que ce soit quelque chose où vous êtes passionné. Voilà, pas bon, moi j'utilise le mot passionné, mais qui vous intéresse au moins du moins et après au fur et à mesure vous verrez, mais au moins le début c'est, je m'intéresse au métier, voir est-ce que c'est quelque chose que je peux poursuivre, pour plusieurs années en fait et si c'est pas le cas, franchement abandonner parce que et ça, c'est dans tout métier, hein. Je parle pas simplement dans la tech, je dis ça, mais pour voilà, les métiers en général, quoi. Il faut faire très attention, en fait, pour pas pouvoir
pour pas, être, stressé, voilà, en fait, se dire: «Ah mais je dois quand même aller au boulot, je dois quand même faire ceci, cela». La charge mentale et cetera, c'est hyper important d'être bien, dans son boulot, même si c'est jamais 100 parfait, mais au Mmh, moins le matin, vous vous levez, vous êtes content quand même d'aller au travail, quoi. tout à fait. Donc pour moi, c'est, très, très important de se dire: «Oui, c'est peut-être les 10 métiers de la tech, mais est-ce que ça me convient à moi personnellement?» en fait, tout simplement. C'est ça. Voilà. Il y a Alors Cédamé qui disait dans le chat, «Faites des projets», donc en effet, faites des projets, et participez à des hackathons, donc en effet, c'est participez à des hackathons, on vous en reparlera bientôt, Black Ovalid Tech, mais participez à des hackathons, faites des projets, réseautez. Voilà. Je crois que c'est les 3 points, hyper importants qu'on pourra retenir, de ce webinaire. Je vais passer encore il y a encore 2 questions, parce que là, on a vraiment dépassé, on OK. est au-delà des Donc 1 heure. réponse, rapide, Réponse d'accord. très rapide. Alors, OK. quelle est l'importance de la maîtrise de l'anglais dans le monde de la tech? Alors, c'est même pas dans le monde de la tech, c'est dans le monde tout court du travail. Donc, aussi simple que ça. Alors, moi, j'ai ma nièce et ma petite cousine, qui ont une vingtaine d'années. Et je leur ai dit: «Si demain vous êtes le plus compétent du monde et cetera, mais que vous avez pas l'anglais, vous allez pas faire des carrières à l'international. Donc si vous visez l'international, Ouais, c'est heu obligatoire. et même dans des boîtes françaises, parce que les projets, si c'est vous visez une grosse boîte française, il faut parler anglais. Il y a pas de voilà, on peut pas passer à côté. Donc si vous êtes pas mis en anglais, alors là, je vous encourage fortement à commencer à vous mettre à l'anglais et essayer de voir comment vous pouvez maîtriser, cette langue parce que c'est la langue de travail, partout, même en France, surtout dans les grandes entreprises. Donc Et voilà. et pour compléter, ta réponse très rapidement, dans la tech, alors moi je fais partie de ces personnes qui l'anglais à l'école, ça s'est mal passé. Voilà, jusqu'à mon master, j'étais vraiment très, très, enfin j'avais pas le niveau, quoi. Sauf que, je consommais énormément de choses, je codais en anglais, je lisais toutes les documentations techniques en anglais, et donc ce qui fait qu'à force, j'ai acquis, les bases nécessaires en travaillant, en codant. Donc ça, c'est vraiment la chose minimale. Faut pas que vous soyez allergique, mais si vous n'avez pas un haut niveau, en tout cas dans les métiers tech, ça peut passer en France. Attention, en France. Par contre, en effet, comme dit Hélène, si vous voulez avoir, une envergure internationale, vous voulez participer à des projets internationaux, même si c'est une boîte française, vous allez être vraiment freiné si vous allez être allergique à l'anglais. Et donc, en effet, moi, j'aurais bien voulu avoir trouvé les solutions pour que je parle mieux anglais plus tôt. Et en fait, c'est aujourd'hui où je prends des cours d'anglais pour pouvoir passer ce cap-là. Mmh. Mais voilà, ne pensez pas que l'anglais, ça soit un frein niette. Mmh. Vous limitez les opportunités si Mmh. aujourd'hui vous n'avez pas le niveau. Donc investissez dedans pour que demain vous aurez encore plus pour avoir encore plus d'opportunités demain. Ouais, c'est clair. Après, voilà, moi je suis chef de projet, SIRH sur Workday. Je parle couramment anglais et donc les boîtes françaises, elles m'appellent régulièrement. Voilà, la plupart des entreprises, j'ai travaillé dans des entreprises anglaises et cetera, mais le fait que je parle français, anglais et aussi un peu allemand, bah, en fait, ça fait de moi quelqu'un un comment dire ça? Un profil J'ai attirant. voilà, j'ai comment dire ça? Un profil assez atypique, un peu différent et donc voilà, moi je m'exprime, je fais des rapports en anglais, en français, voilà. Donc je suis chef de projet, donc je prends souvent la parole et cetera. Donc voilà, pour moi, par exemple, s'il y a des gens qui veulent être chefs de projet et cetera, ça, si vous voulez travailler dans des grandes boîtes, françaises, parce que là, on parle de la France, moi, je sais que les personnes avec qui, par exemple, je travaillais, des fois, il m'est arrivé sur des projets, d'avoir la personne, parce que moi je fais je travaille sur Workday, mais on fait beaucoup aussi de, comment dire ça? De implémentation avec les logiciels de paye et cetera et la personne, qui faisait la paye en France, elle parlait pas un mot d'anglais. Elle parlait pas un seul mot d'anglais et j'ai dû me substituer. Vous êtes la traductrice. J'ai travaillé, voilà, j'étais dans le triangle, j'ai dû travailler avec la paie. Heureusement, je connais un peu la paye et cetera parce que bon, voilà, je travaille dans la RH et cetera. Donc moi, je connaissais déjà, on va dire, les mots et cetera, tout pas mal de choses. Donc ça va être les processus voilà, je connaissais déjà beaucoup de choses. Donc ça m'a permis en fait, d'aider le développeur de l'autre côté
et d'être, le middleman comme on dit ou middle woman parce que je suis une femme, Oui, middle woman mieux. et voilà et donc voilà. Donc juste pour vous donner un exemple comme ça, c'était une grosse boîte française, mais la personne de la paie, 0 mot en français et Non, non, donc en mais fait c'est vrai. voilà. C'est 0 mot en anglais, pardon. Oui, oui, mais ça c'est très courant. Moi, j'ai bossé, voilà, dans une dizaine de boîtes différentes, à Michelin, RATP, SNCF, start-up, grands groupes, la dans la tech et dans les autres services, il y avait peut-être 1 ou 2 personnes qui savaient parler anglais, qui étaient à l'aise et donc ce qui fait qu'elles attiraient justement des projets peut-être un petit peu différents par rapport au reste, mais voilà, c'est un avantage et un inconvénient en France, comme on est tous mauvais, voilà, ça passe, mais par Et contre, voilà, on sort du lot. Si toi tu voilà, sors du lot, tant si mieux vous parlez quoi. anglais, vous sortez du lot et passer un certain cap d'expertise, à un moment, il faut vraiment passer à l'action. C'est-à-dire que, je Ouais. dirais, au bout de 3 à 5 ans d'expérience dans la tech, on vous encourage forcément à à débloquer le sujet de l'anglais parce que sinon, dans votre carrière, vous serez Vous allez limité. stagner, ouais, vous allez Oui, stagner, exactement. ouais, c'est exactement ça. Donc une dernière question. Bonjour Hélène et Amédi, des conseils pour démarcher les entreprises pour un poste de IA, de AI et data apprentice au UK. Alors, C'est je pour vais toi. beaucoup te décevoir. Depuis, le Brexit, c'est plus possible, en fait. Malheureusement, il faut avoir, un visa et être sponsorisé, pour pouvoir, aller même apprenti en plus encore moins, mais pour tout poste maintenant, bah, il faut être sponsorisé. Donc si tu comptais, Aminata, aller, travailler ou aller postuler pour un apprenti au UK, ça va pas être possible malheureusement. Voilà, donc je suis Et désolée. conseil peut-être d'autres pays, si c'est Ah pour oui, parler par contre, anglais? il y a l'Irlande qui est dans l'Union européenne. Donc, si tu veux pas aller, si tu veux rester en Europe, l'Irlande. Moi, c'est ce que je conseille aux gens qui veulent maintenant apprendre l'anglais. Ne restez parce qu'en fait, si vous allez, vous avez pas besoin de visa si vous allez en touriste et cetera. Donc après 3 mois, si vous dépassez en fait les 3 mois, bah, voilà, vous êtes, considéré comme quelqu'un qui est sur le territoire de façon illégale. Et donc du coup, ben, vous allez plus pouvoir revenir en fait dans le pays comme aux States, en fait, c'est un peu le même système maintenant. Donc moi, ce que je conseille sinon il y a Malte aussi, j'ai oublié parce qu'en fait à Malte, ils parlent anglais. Donc mais après il y aura pas, peut-être les emplois, mais pour, parler l'anglais, il faut en fait. Ah, je vis au UK. On en reparlera alors dans ces cas-là, parce que si Ah, tu OK. ah, j'ai le settlement. OK, parfait. Mais ça, contacte-moi et on pourra en reparler parce que là, je peux pas te donner, la réponse, directement. Tu aurais dû le préciser dans ta question parce que moi, Bah, ça, pour je ceux qui se posaient des questions peut-être. oui, voilà, je me suis dit: «Mais non, en fait, c'est» Mmh, et puis parfait. oui, ça m'a paru un peu bizarre. Enfin, bah, écoutez, pardon. Merci beaucoup, à Mehdi, Merci pour Hélène. cette, conférence, ce webinaire vraiment très, très intéressant. Ça m'a fait encore, de nouveau plaisir, d'échanger avec toi. C'est toujours un plaisir Ouais, et également. voilà et pour tout le monde, merci beaucoup d'avoir, participé, et on se retrouve, j'espère bientôt. On a un prochain webinaire qui est plus sur, la gestion, de votre argent au mois de septembre. Donc si vous Très êtes bien. intéressé, regardez un petit peu, notre page LinkedIn. C'est comment gérer son budget et cetera pour atteindre ses objectifs financiers et donc je serai, en échange, j'échangerai avec Vanessa Carrès et donc voilà, avec Amédi, on verra, on va encore travailler pour, vous proposer un autre webinaire, mais ça sera pas maintenant, ça sera un peu plus tard, peut-être en fin d'année, mais Avec voilà. plaisir. Merci beaucoup à Bah, tous. merci beaucoup Hélène, merci à tous pour toutes les questions, merci au chat, merci à Kwavi, j'ai vu Abby aussi. Trop cool, que vous soyez passés et voilà, c'était super. OK, merci beaucoup. Au Merci, revoir. au revoir.